Bonjour. Bonjour et bienvenue au webinaire sur le financement des programmes en français. Et pour commencer notre session, je voudrais reconnaître que nous sommes sur les territoires traditionnels non cédés des nations Musqueam, Tsleil-Waututh et Salish. Donc pour commencer notre session, nous avons trois invités sur le plateau aujourd'hui. Nous avons trois invités qui vont se présenter maintenant. Et nous allons commencer par Sophie Bergeron. Bonjour, Sophie Bergeron. Je suis coordonnatrice des programmes de français pour le conseil scolaire de Coquitlam. Moi, je suis Anne-Marie Bilton. Je suis coordonnatrice des programmes de français à Burnaby. Et moi, je suis Susan Jeffrey. Je suis enseignante d'immersion française tardive, 6e année. J'étais coordonnatrice de langue moderne il y a quelques années à Delta. Et maintenant, je veux parler un peu de l'historique, un peu de l'histoire derrière ces fonds fédéraux. En fait, le titre, c'est assez long, le protocole d'entente relatif à l'enseignement de la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde. Mais c'est une entente multilatérale et pluriannuelle. Pluriannuelle, disons, 5 ans. Alors, l'entente dure 5 ans. Et c'est entre le gouvernement canadien et les provinces et les territoires. Ça veut dire que chaque province ou chaque territoire négocie une entente bilatérale afin de partager les coûts et adopter ses propres priorités dans la province avec le gouvernement fédéral. Pour la Colombie-Britannique, la dernière entente entre 2013 à 2018, ça finit maintenant, c'était environ 50 millions de dollars pour le français langue seconde, pas le français langue minoritaire. Et puis, ça veut dire 50 millions de dollars pendant les 5 ans. Et puis, la première entente, c'était mise en œuvre en 1983. Mais en fait, c'est vraiment pour soutenir les objectifs de la loi sur les langues officielles qui était... la date de ça, c'était 1969. Et puis, si on veut d'autres informations sur ça, on peut aller au site web du Conseil des ministres de l'Éducation, CMEC, et il y a beaucoup d'informations. Mais c'est juste un peu de l'historique derrière ces fonds fédéraux. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais essayer de répondre à la question d'où provient le financement pour les programmes de langue seconde. Alors, comme Suzanne l'a expliqué, ça fait déjà là, depuis 1983 que les provinces reçoivent de l'argent. Alors, vraiment, c'est le ministère de patrimoine canadien qui appuie différents programmes de langue seconde à travers le Canada, ainsi que les programmes en langue minoritaire. Alors, le but de l'entente bilatérale entre la Colombie-Britannique et le fédéral, c'est de justement soutenir les programmes. Alors, selon l'entente, la Colombie-Britannique s'engage à fournir une contribution financière égale ou supérieure à celle que le gouvernement fédéral donne. Alors, et ceci se fait selon un plan d'action qui est soumis par la province. Alors, comme vous pouvez voir sur le graphique, le gouvernement fédéral offre ses argents aux 10 provinces et 3 territoires et la Colombie-Britannique reçoit une portion. Fait à noter, le graphique n'est pas à l'échelle, alors la partie là, du gâteau de la Colombie-Britannique n'est pas nécessairement là, 20% de tous les argents, c'est juste ici à titre explicatif. Alors, de ces argents, ensuite, la Colombie-Britannique octroie des fonds aux différents conseils scolaires, dont le vôtre. Alors, vous pouvez le voir ainsi. Et si vous voulez savoir combien d'argent votre conseil scolaire a reçu lors de la dernière entente, parce que comme on l'a mentionné, la dernière entente a pris fin en 2017, alors vous pouvez aller sur le site du ministère et juste à faire une recherche Google, là, vous faites
Colombie-Britannique, fonds fédéraux, éducation, et ça va vous amener au site du ministère et vous pouvez trouver le Federal Funding per District. Alors, notre ministère n'est pas encore bilingue, alors vous allez trouver ça en anglais. Et ça va vous donner cette fiche et vous pouvez aller voir sur votre district et voir combien d'argent ils ont reçu. Maintenant, sur le site du ministère, il y a également, alors c'est ici, alors je vais faire une petite démonstration en espérant que ça fonctionne. Alors, vous pouvez voir sur le site du ministère, si vous mettez le nom de votre conseil scolaire, vous devriez être capable de retrouver leur protocole, là, le rapport de la dernière entente devrait être là. Alors, vous devriez pouvoir le trouver. D'accord? Maintenant, je vais passer la parole à... Sophie, oui? J'ai une question qui a été posée par l'un des participants. Merci de poser des questions, vraiment envoyez-les nous, n'hésitez pas. Est-ce que la nouvelle entente est faite pour 2018-2022? Alors, la prochaine entente, qui devrait être une entente de 5 ans, soit 2018 à 2023, n'a pas encore été signée. Alors, ils sont présentement, au niveau du ministère de l'Éducation, en négociation avec le gouvernement fédéral. Aux dernières nouvelles, encore une fois, les négociations continuent parce que vous devez savoir que l'enveloppe fédérale est la même. Alors, est restée la même que lors de la dernière entente. C'est-à-dire que le montant total que le gouvernement fédéral était prêt à accorder à la province n'avait pas changé. Sachant que nos effectifs, autant au niveau de l'immersion française que du programme francophone, ont augmenté, le ministère de l'Éducation veut voir une augmentation dans la partie que le fédéral va offrir. Ainsi, on est encore en négociation. Fait à noter, la dernière entente qui devait être 2013 à 2018 a seulement été paragraphée en mars 2014. Alors, il ne faut pas se surprendre qu'on soit là en novembre 2018 et qu'on n'ait toujours pas d'entente. Alors, il est fort probable que ça va se faire au cours des prochains mois. Merci Sophie. Bienvenue. Alors, je passe maintenant la parole à Anne-Marie. Alors, une fois que les fonds sont distribués, il y a quand même une catégorisation qui se fait au niveau des conseils dans la province. Et nous avons plusieurs catégories dans lesquelles on reçoit des fonds de langue seconde. On reçoit des fonds dans la catégorie d'orthopédagogie en français et cela s'applique quand même seulement en immersion. Et c'est seulement alloué aux conseils ayant moins de 300 FTE, des effectifs de 300 ou moins. Donc, c'est possible que dans les plus grands conseils, vous n'aurez pas ces fonds. Il y a aussi une catégorie pour l'acquisition de la technologie et cela s'applique aussi seulement pour l'immersion. Et ici, vous pouvez avoir des ressources électroniques comme les iPads, des projecteurs, les logiciels, les licences et ces genres de choses-là. Nous avons aussi des fonds alloués pour les ressources en immersion. Donc, dans cette catégorie, les livres numériques, les manuels scolaires, guides du maître et ces genres de choses-là, CD, DVD, etc. Donc, les outils dont vous avez besoin pour enseigner. Il y a aussi une catégorie spéciale allouée au Core French, français de base. Et ici, c'est les dépenses qui sont associées au fonctionnement des programmes Core, qui pourraient aussi inclure le salaire d'un enseignant de français langue seconde de base, par exemple. En immersion, qui est la plus grande catégorie, nous avons toutes les dépenses associées au fonctionnement des programmes d'immersion. Ça aussi, ça peut inclure le salaire d'un coordonnateur. Et cela nous permet, par exemple, de démarrer des nouvelles salles de classe où on a besoin de faire des grandes dépenses majeures pour, par exemple, démarrer notre programme. Aussi, il y a une catégorie pour le développement professionnel, donc les ateliers, les conférences, les cours universitaires et ce genre de choses. Et enfin,
une catégorie spécialement allouée à vos activités socio-culturelles. Donc, par exemple, des musiciens, des troupes de théâtre, les visites d'auteurs, des ateliers culinaires et toutes sortes d'activités expérientielles pour vos élèves. Cependant, malgré le fait que nous avons toutes ces catégories d'établis, c'est quand même possible que la façon dont les fonds sont répartis dans les divers conseils scolaires diffère. Alors, comme vous pouvez voir dans le graphique, c'est possible, par exemple, que dans votre conseil, la majorité des fonds sont gérés par le conseil scolaire et avec une portion allouée aux écoles. Ou, dans d'autres cas, c'est possiblement l'inverse, où c'est le conseil scolaire qui retient une petite partie des fonds et que la grande majorité des fonds sont répartis dans les écoles. Ou il serait possible aussi que dans certains conseils scolaires, on gère tous les fonds à partir du niveau du conseil. Alors, si vous vous demandez comment est-ce que ces fonds peuvent être utilisés du côté pratico-pratique, alors vous avez l'occasion, comme déjà mentionné, de faire des activités socio-culturelles, comme les pièces de théâtre, concerts, films, ateliers. Aussi, peut-être que vous aimeriez avoir des ressources multimédia, vous voulez des disques compacts, des vidéos, des logiciels, des excursions éducatives comme visiter le fort Langley en français ou assister à des ateliers à Science World sont aussi des choses que vous pourriez faire. Vous pouvez aussi, si vous voulez, défrayer une partie des coûts des activités lors d'un voyage, par exemple pour vos échanges au Québec ou dans un milieu francophone, ou peut-être des billets pour aller au cinéma, etc. Les activités de développement professionnel, incluant les frais d'adhésion à une association, par exemple, peuvent aussi être utilisés. Et finalement, une portion du salaire d'un coordonnateur ou d'un enseignant de français de base serait aussi une autre opportunité. Finalement, on aimerait mentionner une initiative de la FECB où on encourage chacun des locales, chacun de nos syndicats locaux à créer un poste de représentant des programmes de français. Alors, si ce n'est pas encore fait dans votre syndicat local, c'est quelque chose que vous devriez mentionner à votre comité exécutif ou à votre président. Qu'est-ce que ce représentant des programmes de français peut faire? C'est vraiment communiquer avec la personne qui est en charge des fonds fédéraux pour votre district scolaire pour poser des questions à savoir comment est-ce que cet argent est distribué dans les écoles. Aussi s'assurer que les enseignants, alors que vous, en tant qu'enseignant de salle de classe, vous sachiez comment cet argent est dépensé, comment les fonds sont distribués, alors quelles sont les différentes catégories. Et souvent, peut-être aussi poser des questions à savoir comment ça se fait que mon école, on nous dit toujours qu'on n'a pas d'argent. Alors, c'est quelqu'un qui sera là pour vous appuyer en tant qu'enseignant de salle de classe, parce que ce n'est pas toujours facile de faire face à notre direction d'école pour aller poser ces questions qui peuvent être vues quelquefois comme épineuses. Alors, avoir quelqu'un au niveau du syndicat local qui peut vous appuyer, c'est une bonne chose. Alors maintenant, on est prête à ouvrir aux questions. On sait qu'il y a des personnes qui nous ont envoyé des questions, alors on va tenter d'y répondre. Donc, on a une question qui vient de Marie-Hélène Gauthier. Est-ce obligatoire pour notre commission scolaire de nous dire le budget qui est attribué au programme de langue? Qui va y répondre? Okay. Je peux essayer. Avec mon expérience de Delta. Merci, Suzanne. En fait, ce n'est pas très ouvert. Alors, ils ne sont pas obligés de montrer une liste de dépenses du district. Alors, c'est ça. Alors, je serais d'accord avec Suzanne. Il n'y a nulle part où est-ce qu'on dit que le conseil scolaire est obligé de partager avec ses employés l'argent qu'il reçoit, que ce soit au niveau là, du fonds de fonctionnement de base et les argents fédéraux. Toutefois, le ministère publie sur son site
les montants qui sont attribués aux différents districts. Alors, vous pouvez, c'est de l'accès à l'information, vous pouvez aller voir et ensuite poser la question. On nous dit qu'on a 300 000 $ dans notre conseil scolaire. Comment ça se fait que notre école ne reçoit que 2 000 $ par année pour l'immersion? Alors, c'est là on peut poser ce genre de questions, mais ils ne sont pas obligés d'ouvrir leur livre, bien que lors du processus de budget, lorsqu'ils doivent déposer leur budget, ce genre d'information est habituellement aussi publié. Alors, si vous allez voir dans le budget de votre conseil scolaire, il devrait y avoir une ligne où ils mettent le montant qu'ils ont reçu là, pour de l'entente. Merci beaucoup, Sophie. Comment calcule-t-on le montant d'un salaire de coordinateur? C'est le même que l'enseignant. Oui. Alors, c'est le même niveau mais ça dépend, oui. Pour les districts, parce que ça se peut qu'un coordinateur, une coordinatrice, quelquefois, ils reçoivent un supplémentaire parce qu'ils doivent visiter les écoles, etc. Alors, quelquefois, mais c'est basé sur le même salaire qu'un enseignant. Oui. Et au niveau de l'entente, alors, dans l'entente de la Colombie-Britannique, parce qu'il faut être clair que les ententes sont négociées entre le fédéral et chacune des provinces. Alors, si vous avez enseigné ailleurs, il se peut que dans une autre province, le protocole soit un petit peu différent. Mais dans celle de la Colombie-Britannique jusqu'à l'an dernier, ça disait qu'un conseil scolaire pouvait dépenser jusqu'à un maximum de 20% de son allocation totale ou un maximum de 0,4 FTE. Okay? Alors, on ne pourrait pas payer là, pour un salaire complet parce que imaginez un conseil scolaire qui reçoit 50 000 $ par année et un professeur, habituellement, ça fait quoi? 75 000 $ par année, et ça ne serait pas possible. Donc, tout l'argent irait là. Alors, Merci. il y a une limite de 0,4. Merci, Sophie. Est-ce que le coordinateur est en charge du budget? Ça dépend. Ça varie. Oui, ça dépend. Quelques districts, non, c'est soit le surintendant adjoint ou quelqu'un d'autre, personne qui dirige les finances au niveau du district. Quelquefois, le coordinateur, la coordinatrice, ils ont beaucoup plus de contrôle, alors ça dépend. Oui, ça varie beaucoup d'un district à l'autre. Je sais que chez moi, à Coquitlam, c'est pas mal moi qui ai le contrôle. Et c'est sûr, en collaboration, en discussion avec l'assistant surintendant, mais à la fin du jour, c'est vraiment les enseignants, parce que je fais partie du syndicat des enseignants, qui décident où les argents là, sont distribués. Mais ça varie, il y a d'autres endroits où ils ont un coordonnateur, mais la personne, on lui dit, voici ton budget, tu fais avec. Alors, ça dépend. Mais c'est pour ça qu'on encourage les conseils scolaires à mettre sur pied des comités avisoires, des French Advisory Committee, alors des comités avisoires qui sont habituellement formés des gens là, du leadership team, alors un assistant surintendant ou un district principal, des représentants de CPF, alors le président de votre local, et des enseignants également, et des administrateurs, là, des directeurs d'école. Alors, parce que c'est un endroit où on peut discuter de ça, où on peut discuter des priorités et où on peut mettre l'argent. Merci, Sophie. Quelles sont les catégories des financements et est-ce que les catégories sont flexibles? OK, alors est-ce qu'on peut retourner, on va retourner à la fiche des catégories. Can we show the PowerPoint, please? Yes. Alors, c'est ça, les différentes catégories. Encore une fois, est-ce que ça va changer avec la nouvelle entente? C'est possible. Alors ça, ce sont des catégories qui ont été, que c'est le ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique qui avait divisé, là, qui avait mis ces catégories-là. Et oui, c'est flexible. Alors, il est possible de changer de l'argent d'une catégorie à l'autre. Tu veux ajouter quelque chose? Moi, je vais ajouter. Oui. Juste la liste des catégories, orthopédagogie, etc., technologie, c'est les mêmes catégories qu'on trouve dans le rapport
annuel que chaque district doit faire un rapport, comment ils ont dépensé les fonds dans le district. Et puis, c'est exactement les mêmes catégories. Alors, quand vous regardez le site web que Sophie a mentionné avec la liste de les rapports, tous les districts, si tu reçois les fonds, tu dois faire un rapport. Et puis, dans votre district, vous pouvez voir exactement combien de dollars le district a dépensé dans chaque catégorie. Alors, les catégories sont vraiment utiles, mais le district peut décider d'être flexible avec les catégories. Par exemple, Sophie va vous montrer... Je vais essayer. Je croise les doigts. Et puis exactement un exemple de ce dont je parle avec cette idée de, oui, il y a les catégories, mais elles sont flexibles. Est-ce que c'est... Yeah, we cannot see what I have on my screen now because I went to PDF. Oui. Est-ce que je vous présente la nouvelle question ou Oui, non? on peut faire ça pendant. Alors, si un prof participe à un congrès, conférence en anglais, mais enseigne sa matière en français, par exemple les maths au secondaire en immersion, est-ce que cet enseignant peut être remboursé par les fonds fédéraux pour le français, puisqu'il ou elle doit ensuite prendre les idées et les traduire ou modifier pour son cours d'immersion? Très souvent, les occasions de perfectionnement en français n'existent pas au niveau secondaire dans les domaines spécialisés, mais on a tendance à refuser l'argent du fédéral aux profs qui demandent parce que le congrès n'est pas en français. C'est ça. Alors, tu veux essayer, Anne-Marie? Oui. J'aimerais en fait confirmer ça, mais je crois que d'habitude, c'est un prérequis. D'habitude, on doit faire la formation où on est en train de le faire en français. Je ne sais pas s'il y a, par exemple, d'autres moyens, par exemple, ou d'autres façons où vous pourriez peut-être combiner quelque chose. Peut-être pour le travail à la suite, où vous devez faire du travail pour le mettre en français. Vous seriez peut-être capable de trouver des fonds pour faire ça. Mais je sais quand même au niveau des cours universitaires, d'habitude, on a besoin de faire l'étude ou le cours en français. C'est ça. Alors, j'allais dire, pour les cours universitaires, il faut que le cours, les heures d'instruction soient en français et la même chose s'applique au niveau du développement professionnel. Oui. Merci. Une autre question. Merci beaucoup pour poser les questions. C'est vraiment ce qui rend la session dynamique. Lorsque je regarde sur le site du ministère, pour mon conseil scolaire, le dernier budget disponible est de 2014-2015. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, alors j'ai remarqué que les dernières mises à jour étaient pour l'année fiscale ou l'année scolaire 2016-2017. Alors, que leur rapport ne soit pas là, bonne question. Je ne sais pas si c'est une erreur au niveau de l'archivage, s'il n'y a simplement pas été émis, parce que tous les districts scolaires sont censés remettre un rapport. C'est une des conditions pour laquelle ils reçoivent les argents. Alors, le ministère, lorsqu'il vous accorde des fonds, alors on va prendre un chiffre comme ça, imaginez que votre district scolaire reçoit 100 000 $. Il y a 70 % de ce montant qui est habituellement alloué vers le mois de novembre-décembre, de l'année en cours. Alors, pour l'année 2017, disons 2018, en novembre 2017, on aurait reçu 70 % de notre 100 000 $, donc 70 000 $. Et l'autre 30 % est seulement remis ou versé au conseil scolaire une fois que le rapport a été remis à la fin juillet. Alors, on voit le 30 % seulement, habituellement en septembre-octobre de l'année suivante. Alors, si un conseil scolaire ne remet pas de rapport, j'ose penser qu'il ne revoit pas son 30 %, mais je ne sais pas. C'est peut-être seulement une question d'archivage. Alors, je vous suggérais peut-être de contacter directement les personnes au service, au programme en français, French Programs Branch, du ministère de l'Éducation et de poser la question.
Merci Sophie. Ensuite, prochaine question. À quel endroit est-ce qu'on peut trouver les fonds fédéraux ou quelle catégorie couvrent les fonds fédéraux pour les ateliers pour les enseignants? OK. Alors, pour les ateliers pour les enseignants, vous pouvez voir présentement sur l'ordinateur, sur votre écran. Sur votre écran, je m'excuse. J'ai pris une copie du Coquitlam Lab parce que, bon, c'est moi qui l'ai fait, alors ça ne me dérange pas de le partager. Et vous verrez et excusez, là, ça ne vous donnera pas trop mal au cœur, j'espère. Mais vous voyez ici, alors, Teachers Prodi. Alors, c'est sous Teachers Prodi qui irait les argents qui sont dépensés pour les programmes, là, pour les ateliers ou les conférences, quoi que ce soit. D'accord? Sur ce, quelqu'un me demandait tout à l'heure, posait la question, est-ce que les argents sont flexibles? Vous pouvez voir que oui. Alors, par exemple, dans une catégorie, on peut dépenser un certain montant, d'accord, qui est dans une autre catégorie en dépenser un petit peu plus que ce qui nous a été versé par le ministère. Alors, c'est dans le rapport ici que l'on dirait, par exemple, oui, le ministère, vous nous avez octroyé 50 000 $ pour Core French, mais en réalité, on a seulement dépensé 12 000 $ dans cette catégorie, mais le 40 000 $ de différence, on l'a dépensé dans la catégorie des ressources. Parce que pour Core French, on ne reçoit pas d'argent pour ressources, alors on a pris de cet argent-là, puis on l'a dépensé dans les Learning Resources. Alors, c'est là qu'on peut voir qu'il y a une certaine flexibilité. Maintenant, je ne peux pas prendre de l'argent de l'immersion et la dépenser techniquement en Core French. On pourrait, là, si on a une bonne justification, mais un conseil scolaire qui reçoit seulement de l'argent de Core French peut seulement la bouger entre ces catégories-là. D'accord? Ça va? Alors, on peut revenir au visage. Alors, prochaine question. Est-ce qu'on peut utiliser les fonds fédéraux pour un suppléant si un prof ou une prof organise une excursion culturelle pour ses élèves? Oui. Oui. Alors, ça vient sous la catégorie de soutien. Alors, oui, c'est possible de payer pour... Alors, si on a l'exemple, nous, d'enseignants qui accompagnent des élèves à le français pour l'avenir, alors des enseignants du secondaire. Alors, si l'enseignant, lui reste 2 blocs à l'école, il va avoir besoin d'un suppléant. Alors, on peut utiliser de ces argents-là pour payer les frais de suppléance pour cette personne. Donc, la catégorie soutien. Et ça arriverait dans la catégorie soutien, oui. Merci beaucoup. Prochaine question. Mon conseil scolaire ne me permet pas... Ah oui, j'aimerais assister à la conférence de CASLT à Fredericton, Nouveau-Brunswick. Est-ce que je peux utiliser les fonds fédéraux pour m'aider avec le coût de cette conférence? Oui. Oui, encore une fois, quand on dit oui, on peut utiliser, du moment que les argents ont été budgétés pour ça, alors on ne peut pas dire, en tant que professeur, tu ne peux pas arriver à ton directeur et dire, je veux aller là, il faut que tu me payes, on a de l'argent pour ça. C'est évident, il faut utiliser là, un petit peu plus de diplomatie que ça. Alors, mais oui, alors les fonds sont là pour ça. Alors, quand on parle de développement professionnel, ça pourrait aider à payer pour les frais d'inscription, peut-être aider à payer pour une partie des frais de transport. Parce que, bon, en tant qu'enseignant dans les conseils scolaires, c'est vrai que les montants vont être différents d'un conseil à l'autre, là, ou d'un syndicat local. Je devrais parler de syndicat à ce temps-ci. Vous avez des fonds de développement professionnel. Alors, moi, je dis toujours à mes profs, premièrement, fais appel au fonds de développement professionnel du syndicat local. Et si ça ne couvre pas tout, là, on peut aller pêcher dans les fonds fédéraux. Et j'ai une question pour cette personne. Est-ce que vous avez un coordinateur de langue moderne dans votre district? Parce que vous pouvez poser les questions à cette personne. Alors, et peut-être on peut avoir un groupe d'enseignants ensemble pour y aller. Très bien.
Question suivante. Ah, la réponse est oui. À ta question. Mon conseil scolaire ne me permet pas, en tant que coordinateur, d'utiliser mon argent pour payer des activités lors des jours de développement professionnel. Que puis-je faire à ce propos? Je ne comprends pas. Est-ce que Il semblerait, si j'interprète la personne qui a posé la question, s'il vous plaît Isabelle, mon conseil scolaire ne me permet pas en tant que coordinateur d'utiliser mon argent, ou l'argent des fonds fédéraux j'imagine, pour payer des activités de développement professionnel, lors des jours de développement professionnel. Que puis-je faire à ce propos? OK. J'imagine si on lui refuse et que... Oui. C'est sûr. Alors, si c'est pour... Là, c'est difficile là, de clarifier. C'est peut-être en tant que... Si on a une journée de développement professionnel organisée par le district ou par l'école, et on sait bien que le développement professionnel, ça devrait être l'enseignant qui choisit ce qu'il veut faire. Alors, si l'école a organisé quelque chose et que c'est sous-entendu que tout le monde participe et qu'une personne dit « Non, moi, j'aimerais mieux faire autre chose, puis je peux utiliser mes fonds pour le faire », là, c'est une discussion à avoir, je pense, au niveau là, avec le syndicat pour discuter de l'autonomie de l'enseignant à choisir là, son développement professionnel. Si c'est dans cet ordre d'idées. Sinon, encore une fois, c'est de voir, parce qu'il y a des fonds, il y a une partie qui est là pour le développement professionnel, alors que ce soit pour organiser quelque chose au niveau du district pour que tous les collègues puissent en profiter, bien, ça devrait être possible. Encore une fois, il faut discuter avec la personne qui je viens de recevoir une petite explication, des renseignements supplémentaires. J'ai un montant alloué par année qui est utilisé pour le conseil scolaire, mais on m'a dit de ne pas utiliser cet argent pour les journées professionnelles, de développement professionnel. Il y a un problème dans cette de communication, peut-être. Oui. Alors, une explication de pourquoi est-ce que c'était refusé. Alors. Je sais pas ta situation particulière, mais je sais que chez nous, nous avons quand même certaines journées qui sont réservées aux écoles pour pouvoir encourager des activités au sein de l'école. Et parfois, moi aussi, on me demande de ne pas nécessairement planifier une formation pour des profs de français ces journées-là. Mais pour nous, c'est quand même quelques journées particulières et on peut faire des formations à autre moment. Alors, c'est peut-être un peu question de discuter un peu de... Parce qu'il y a quand même des bonnes intentions à vouloir garder les enseignants avec le reste de l'école. Et ça, parfois, c'est partie de la philosophie de la collaboration. Alors, peut-être juste une bonne discussion pour voir quelle journée est-ce qu'on pourrait avoir et quelle journée est-ce qu'on garde au sein des écoles. Et puis, il faudrait savoir, est-ce que vous avez un représentant des programmes de français au niveau du syndicat local? Parce que ça, c'est vrai, la personne parfaite à qui parler. Aussi. Et si vous n'en avez pas, ce serait intéressant de parler au syndicat local pour peut-être créer cette position en justifiant cette position parce que vous avez besoin d'aide. Ensuite, prochaine question. J'ai beaucoup de questions, donc soyez prêtes. Pourrait-on se servir des bourses du ministère pour le développement professionnel au lieu de se servir des fonds fédéraux du district? Certainement. Alors, certainement. Alors, comme on l'expliquait au début, le gouvernement fédéral octroie de l'argent à la province, le ministère de l'Éducation, ça ne va pas en agriculture, là, ou ça ne va pas au ministère des Pêcheries, ça s'en va au ministère de l'Éducation, cet argent. Et eux gardent de l'argent un peu pour certains programmes, dont les bourses pour les enseignants, parce qu'un de leurs axes d'intervention, c'était la formation et le soutien aux enseignants. Alors, ils ont mis sur pied un nombre de bourses. Et si vous allez encore une fois sur le site du ministère sous French Programs, les programmes en français, vous pouvez avoir, il y a un lien pour avoir accès à ces bourses. Et je dirais oui, certainement, faites appel. Maintenant, ces bourses-là sont limitées. Quelquefois, ils se limitent à certaines activités pédagogiques précises. Alors, peut-être que ce ne serait pas, par exemple,
les conférences, les frais de conférence pour l'ACPI, l'APIC, CASALT, BCLCA. Ceux-là, BCATML aussi font partie de la catégorie, mais si vous pensez, je ne sais pas moi, la conférence de lecture de Yves Nadon au Québec, elle ne fait pas partie. Alors, probablement qu'il ne serait pas possible d'avoir une bourse du ministère pour ça. Alors, c'est là que vous devez vous retourner vers des bourses locales. Oui, on passe à la prochaine question. Vous avez dit qu'on ne peut pas transférer l'argent de l'immersion aux Français de base. Mais il semblerait que mon district, ma commission scolaire, a transféré 9 000 $. Qu'est-ce que je peux faire? 9 millions de dollars. 9 000. 9 000. Suzanne, tu as une idée? Il faut savoir le contexte de la situation. C'est difficile à répondre à cette question. Est-ce que vous pourriez nous donner plus de renseignements, s'il vous plaît, Amanda? Ensuite, prochaine question, puis on va repasser à la question dès que je recevrai plus de renseignements. J'ai déjà fait une demande à notre direction chargée des fonds et elle va le considérer, mais je voulais juste être certaine. J'ai aussi fait demander au syndicat... Ah, d'accord, d'accord. Ça, c'est un retour à la personne qui voulait aller à Fredericton à la conférence. Donc, j'ai déjà fait une demande à notre direction chargée des fonds et elle va le considérer, mais je voulais juste être certaine. J'ai aussi fait une demande au syndicat, mais la limite est de 850 $, ce qui est pas mal. Les coûts pour aller à Fredericton sont de 2 000 $. Alors, j'espère avoir un peu plus de soutien des fonds fédéraux. Oui, et c'est évident qu'on peut, quelquefois c'est possible de tout couvrir, quelquefois on ne paiera pas tout, je veux dire, c'est impossible de couvrir, mais toute la note au complet. Ça ne veut pas dire parce que tu es en immersion que tout ton développement professionnel se fait gratuitement parce qu'il y a de l'argent qui tombe du ciel. Mais il faut s'attendre à avoir à dépenser de notre poche quelquefois, mais de façon générale, il devrait y avoir une portion là, qui est couverte. Ah, j'ai des renseignements. Oui, oui, vas-y. Juste une idée. Alors, si vous offrez de faire un atelier après la conférence, quand vous revenez ici, et puis vous pouvez faire un atelier pour les autres enseignants dans le district, alors ça va aider peut-être d'avoir la réponse oui pour les fonds. Ah, c'est créatif, Suzanne, très bien. Oui, j'ai une petite explication qui complète la question précédente. Vous avez dit qu'on peut transférer l'argent, qu'on ne peut pas transférer l'argent de l'immersion aux Français de base, et ils ont transféré 9 000 $. C'était pour le DELF, Adjudication. Oui. Okay. Alors c'est possible. C'est vrai, quelquefois, la ligne, je veux dire, c'est assez gris. Alors, quand on regarde quelque chose, un projet, par exemple, comme le DELF, où on a des élèves et du programme d'immersion et du programme de français de base qui participent, et le conseil scolaire veut rembourser les frais des remplaçants. Alors, une journée qu'on fait du A2, la moitié des élèves, c'est des élèves d'immersion, l'autre moitié, c'est des élèves de Core French. C'est difficile là, de séparer les cheveux en quatre. Alors, il est possible que pour certaines initiatives, oui, on ait transféré là, de l'argent de l'immersion pour soutenir le programme. Oui. Merci Sophie. Donc là, il n'y a plus de questions, donc je vais demander aux participants. Je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont des mystères pour vous. N'hésitez pas à poser les questions. En attendant que les participants posent davantage de questions, j'aimerais peut-être que sur le plateau, nos expertes, donnent plus de renseignements sur les pourcentages dans chaque catégorie ou comment, peut-être des histoires aussi qui sont des histoires de succès, de grands succès, de la manière dont ils ont dépensé les fonds fédéraux dans leur commission scolaire. Donc je suis impatiente d'entendre leurs histoires. Qui veut commencer? Ben, moi, je peux commencer. Chez nous, à Burnaby, la majorité des fonds sont en fait déterminés par les écoles et souvent c'est les professeurs en conjonction avec les administrateurs qui prennent des décisions pour faire ces genres de dépenses.
Donc, je n'ai pas de grande situation tout à fait au niveau du conseil parce que pour nous, c'est à travers les écoles. Mais un avantage de cela, c'est que ça permet vraiment de travailler beaucoup l'aspect local et de cibler les intérêts de la communauté. Des exemples que je peux citer, par exemple, sont au niveau des activités pour le carnaval, où souvent ils ont été capables d'utiliser les fonds, par exemple, dans la catégorie culturelle pour inviter et faire une expérience culinaire au sein de l'école et ce genre de choses-là. Alors, pour nous, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Alors, si je peux parler du cas à Coquitlam, je dirais environ 1/3 des fonds est distribué directement aux écoles. Alors, un plus gros montant va aux écoles d'immersion. Et il y a chacune de nos écoles, alors nos 65 écoles reçoivent également des fonds pour le français de base. Et ensuite, il y a environ le 2/3 qui est géré au niveau central par mois. Et là, ce sont pour des activités culturelles que j'organise pour toutes les écoles. Alors, j'organise par exemple une visite des auteurs. Alors, c'est moi qui fais venir l'auteur et qui organise les horaires. Ils vont visiter chacune des écoles. Ensuite, un festival du film où on a 3000 élèves qui se rendent au cinéma sur 4 jours. Alors, c'est moi qui organise le transport des autobus, les horaires encore une fois, et les écoles ont juste à, cette journée-là, mettre les enfants dans l'autobus puis venir au cinéma. Alors, et il y a des argents, j'organise des rencontres avec mes chefs de département. Alors, un chef d'un département par école 4 fois par année. Alors, il y a des argents qui sont mis de côté pour ça. Le DELF, alors on fait le DELF à Coquitlam. Alors, les argents qui sont mis de côté pour payer pour les suppléants, pour les personnes, les examinateurs. Alors, c'est pour ça qu'il y a un plus grand montant. Maintenant, ça va peut-être être révisé. Il y a des administrateurs qui trouvaient qu'il y avait des dépenses qui étaient faites, qui étaient centralisées, qui peut-être leur aimaient mieux voir ces argents-là dans les écoles. Alors, ça va peut-être changer. Mais à date, durant les dernières 20 années, c'est comme ça que ça a fonctionné. Et je sais qu'il y a beaucoup de districts où il n'y a pas de coordinateur-coordinatrice, pas les super coordinatrices comme nous avons ici, malheureusement. Alors, je suis dans la salle de classe à temps plein. Et puis, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps de faire des choses collaboratives, même de faire des courriels. Mais je vous encourage de parler entre vous, de décider même une liste des priorités que vous avez comme enseignant d'immersion française ou de français de base. Quelles sont les priorités que vous avez? Quels sont vos besoins? Alors, et si vous présentez ça à la personne qui gère les fonds fédéraux, alors ils apprécient l'initiative et puis l'enthousiasme et ils voient votre passion pour la langue française et pour les programmes. Et puis, oui, je vous encourage de prendre l'initiative, même s'il n'y a pas de super coordinatrice comme nous avons ici. Il y a une participante qui aimerait vraiment avoir un peu plus d'exemples sur des façons intéressantes, créatives de dépenser les fonds fédéraux de votre commission scolaire. Donnez des exemples. Okay. Il y a ces chefs Kevin qui viennent à notre école. Ils viennent de la France et ils parlent en français. Oui, pour le français de base, ils peuvent parler moins de français, un peu d'anglais. Et puis, ils font des crêpes avec les élèves, mais c'est vraiment les élèves qui font des crêpes avec, et ils guident les élèves. Alors, c'est super amusant. Moi, comme enseignante, je prends les vidéos et puis nous avons Google Classroom. Alors, je mets les vidéos, etc. sur Google Classroom après pour les élèves de partager. Et puis, ils font une réflexion après l'expérience. Alors, il y a il y a l'aspect culturel. Et puis aussi, ils entendent le français. Et puis, si vous voulez, après, ils peuvent utiliser le français écrit. Alors, ça, c'est juste une façon. Et en fait, ça fait aussi partie du curriculum de ADST. Ah oui, hein? Ça fait partie de cela. Et en fait, ça fait 2 ans maintenant qu'on avait invité le chef à venir travailler avec nos écoles à Burnaby.
Et maintenant, il a développé aussi d'autres programmes. Il fait aussi maintenant, à Noël, il fait les truffes au chocolat, si vous voulez faire une activité avec vos salles de classe. Et il fait aussi la tire Sainte-Catherine parce qu'il a aussi voulu... Lui, les crêpes, c'est des crêpes bretonnes, donc les connexions à la culture en France, mais aussi les connexions avec la culture franco-canadienne. Donc, maintenant, il a aussi introduit, par exemple, faire la tire Sainte-Catherine, que les élèves adorent. Et il peut aussi travailler au niveau secondaire. Et aussi, il est parfois venu juste comme pour le faire, pour servir le genre de déjeuner là, quand vous faites vos célébrations de Noël, là, Santa's Breakfast, ce genre de choses-là, dans les centres d'immersion. Alors ça, c'est juste un exemple. Mais aussi, vous pourriez faire toutes sortes d'activités en échange avec d'autres salles de classe, à travers comme Google Classroom, des choses comme que tu avais fait. Parce que à mon école, il y a 2 classes de français, ma classe de 6e et l'autre classe de 7e. Alors l'année passée, nous avons fait, qu'est-ce qu'on appelle? On a eu un titre comme Jour de la poutine ou quelque chose comme ça. Alors, nous avons fait la poutine pour les élèves, manger pendant, ils regardaient un film français, Petit Nicolas ou quelque chose comme ça. Alors, c'était vraiment amusant, culturel dans le sens de poutine, Québec. Et puis, cette année, nous planifions faire le réveillon, mais pas à minuit, bien sûr. Ça va être l'après-midi à l'école, on va mettre les pyjamas. Et on va préparer, peut-être acheter, parce que je ne suis pas Martha Stewart. Alors, les bûches de Noël, alors le repas de minuit, on va l'avoir, on va célébrer. Et on va avoir des bougies, mais les bougies qui ne sont pas réelles, bien sûr, c'est une école. Alors, oui, j'adore planifier ces sortes de choses. Ça, c'est juste on parle beaucoup de la nourriture maintenant. Oui, je ne sais pas pourquoi. C'est là que tu fais. La musique. Oh, oui, les concerts. Ah ben oui, les concerts, absolument. Oui. Une autre façon, nous, on a été choyés il y a quelques années, on avait une enseignante de soutien pour les programmes autochtones qui parlait français. Alors, on a profité de l'occasion alors, tout ça, son poste, ça donnait qu'elle parlait français, là, mais son poste était payé par les programmes autochtones. Mais on a utilisé nos fonds fédéraux pour préparer des trousses de lecture pour chacune des écoles. Alors, on a fait des trousses avec des livres, des contes, des récits autochtones pour chacune des écoles. Alors ça, il y a aussi de ce côté-là. Alors, au niveau des ressources, oui, il y a les livres de salle de classe, les manuels scolaires, mais on peut aller au-delà, puis organiser ce genre de trousses, là, de ressources. On a également des trousses sur différents thèmes. Alors, avec tout le processus d'enquête, on pourrait facilement organiser des trousses d'enquête sur différents thèmes et utiliser nos fonds pour ce genre de ressources-là. Puis en fait, je pense ça, Sophie, ça c'est vraiment, je trouve, une idée excellente qui aide à vos dollars à aller un peu plus loin. C'est justement ça, c'est de faire des projets en conjonction avec d'autres départements qui aussi reçoivent des fonds. Et comme vous savez, souvent, lorsqu'on est capable de combiner ces choses-là, ça a un effet plus puissant que juste les montants qu'on a. Ça nous permet aussi parfois d'acheter des choses à meilleur prix parce qu'on a combiné, donc les quantités sont peut-être un peu plus grandes. Alors, si vous avez l'occasion de travailler avec, oui, d'autres coordonnateurs à l'intérieur de votre conseil pour soumettre des projets comme ça, ça peut vraiment être utile. D'autres questions? Alors, quelques suggestions envoyées par une participante. Alors, merci que les participants peuvent en fait répondre aux questions aussi. Oui. Donc, quelques suggestions. Nous avons utilisé des fonds pour emmener les élèves au théâtre de la 16e. Oui. Nous avons aussi envoyé des enseignants du secondaire au festival de films en français. Donc, merci beaucoup pour ces suggestions. Une autre question qui était, je connais des enseignants dans d'autres commissions scolaires qui ne connaissent rien au sujet des fonds fédéraux. C'est surtout un problème dans des commissions où il n'y a pas de chef de département. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler cette situation? Bien.
Ce webinaire, Ouais. c'était une des raisons pour laquelle nous avons accepté de participer à ce webinaire. C'était pour pouvoir enfin avoir une ressource là, qui puisse répondre un petit peu aux questions. Nous allons mettre notre présentation là, en ligne, ça sera disponible, alors les gens pourront s'y référer. On espère que les gens qui ne sont pas là aujourd'hui, mais si vous avez de vos amis qui sont parmi ces personnes-là qui ne savent peut-être pas trop qu'est-ce qui se passe au niveau des fonds fédéraux, bien, juste de les pointer en direction du site de la FECB sur lequel va être archivé ce webinaire, c'est une des choses. On essaie le plus possible, lors des différentes activités de développement pédagogique, là, je sais qu'à la BCLC, on a fait une présentation l'année dernière sur ce sujet. On a fait une présentation il y a quelques années aussi à la PIC sur le sujet. Alors, on essaie dans ces milieux-là d'en parler, mais ce n'est pas toujours facile. Alors, en espérant que ce soit une ressource là, qui existe, qui puisse répondre à la question. Oui. Et restez branchés parce qu'il y aura une version anglaise par la suite, cette année. Ensuite, tiens, il y a suite de l'épisode sur les fonds fédéraux, les 9 000 $ qui sont passés de l'immersion aux Français de base. Elle a dit que c'était pour le DELF, mais en même temps, il n'y a pas d'élèves qui ont passé le DELF. Donc ça, c'est, je ne sais pas si vous avez... Ah, OK. Alors à ce moment-là, ben là, c'est mystère et boule de gomme, comme on dit. Alors, c'est d'aller voir... oui. Alors, si dans le rapport, ils ont expliqué que c'était pour le DELF et qu'il n'y a personne qui a fait le DELF au niveau du conseil scolaire, ils n'ont peut-être pas fait au niveau du conseil scolaire. Maintenant, est-ce qu'ils ont payé pour que des élèves aient passé l'examen DELF à l'Alliance française? Je sais que ça se fait dans certains endroits où ils ne font pas de session DELF comme telle avec leurs enseignants, mais où ils invitent les élèves à aller à l'Alliance française. Alors, il est possible qu'ils aient payé pour que ces élèves aient faire le DELF là-bas. C'est possible. Alors, une petite enquête à faire. Une enquête. Alors, voilà. on utilise le processus d'enquête, oui. Alors, une question, on en a deux encore. Donc, une question est, si une école reçoit beaucoup de ressources et une autre n'en reçoit pas autant, serait-il possible que ce soit plus équitable? Exemple, une année, une école reçoit beaucoup de ressources, toutes les ressources. Une autre année, l'autre école reçoit le nécessaire. Si une école reçoit beaucoup de ressources et pas une autre école, serait-il possible de remettre tout de manière plus équitable? Voilà. Qu'est-ce que vous avez à ajouter ou à répondre? C'est souvent, on voit souvent ce problème. Plusieurs, si on se met dans les souliers d'une direction d'école qui reçoit 15 000 $ pour le programme d'immersion et 3 000 $ pour le restant de l'école, c'est quelquefois, ça peut faire des envieux. Et il y a des gens qui, dans ce cas-là, décident de dire, OK, alors ça va être plus facile, personne ne reçoit rien, mais là, on se ramasse avec de l'argent qui n'est pas dépensé en fin d'année. Ou il y en a qui vont utiliser l'argent, essayer d'étirer l'argent le plus possible pour que ça achète toutes les ressources en français, pour que le 5 000 $ du côté anglais puisse acheter les ressources du côté anglais. C'est évident qu'on essaie d'être équitable, mais encore une fois, dépendant du processus de prise de décision, si les écoles reçoivent de l'argent et c'est à l'école de dépenser, une école a peut-être un groupe d'enseignants très proactifs qui font un paquet qui demandent et d'autres, les gens ne demandent rien, alors l'argent reste là, puis l'école n'a rien. Et peut-être une autre situation possible, c'est, on n'a pas encore mentionné ça, mais les fonds fédéraux, vers la fin de l'année scolaire, on doit dépenser tous les fonds fédéraux, sinon la province va prendre les dollars qui restent. Alors, peut-être c'est une situation dans laquelle on a dû dépenser très vite l'argent avant de perdre. Alors, juste une suggestion. Une autre question? Pour le développement professionnel, est-ce que le coordinateur a un budget pour ses jours, pour son perfectionnement professionnel personnel? Enfin, dans sa position, j'imagine.
Ça dépend vraiment des positions. Encore une fois, je ne veux pas monopoliser, là, mais dans notre cas, les collègues, alors au niveau de Learning Services à Coquitlam, nous avons un budget. Alors, on nous demande, alors en tant que présidente chair là, pour le PRODI, pour mon département. Alors, je dis toujours à mes collègues, faites première une demande auprès du syndicat local pour obtenir une portion des fonds. Et au niveau de notre département, on a un petit budget qui vient du conseil scolaire, qui n'a rien à faire avec les budgets en français, parce que c'est pour tous les gens, là, les coordonnateurs de Early Learning, puis de ESL et tout. Là. Alors, on peut avoir accès à ça. Alors, pour mon développement professionnel, ça, c'est le premier endroit où je vais avant d'aller chercher dans les fonds fédéraux. Mais si, c'est sûr que si je participe à une activité en français, si je l'offre à mes collègues, je vais peut-être en utiliser une partie pour moi aussi, si j'ai pas accès aux autres. Alors, on a plus ou moins fini avec les questions qui ont été posées. J'aimerais peut-être que vous donniez plus d'explications sur quoi faire si, par exemple, une directrice refuse de manière répétitive ou un directeur, si la direction de l'école refuse de donner des renseignements sur les fonds fédéraux. Moi, comme enseignante, l'étape numéro 1, pour moi, c'est d'aller au syndicat pour poser la question. Parce que vraiment, après une longue discussion, alors, il faut discuter ça avec le directeur, la directrice, et puis aller au syndicat parce que, en fait, c'est clair que les fonds fédéraux doivent être dépensés pour les programmes de français. Alors, si c'est une question de est-ce que l'argent est dépensé sur les programmes de français, ça c'est une question super importante. Et moi, j'allais directement au syndicat. Si la discussion avec la direction de l'école ne donne pas de réponse. C'est ça. Alors, c'est évident que ça serait à ce moment-là, ça devrait premièrement en discuter avec la direction. Si la direction ne va pas, on peut aller au syndicat. Ça, c'est une avenue. On peut aussi aller voir la personne, le supérieur de ce directeur d'école. Alors, si c'est l'assistant surintendant qui est en charge des programmes de français, et poser la question là, savoir... parce qu'il est possible que l'école ait reçu très peu d'argent, que l'argent soit gardé au niveau du district. Alors, il faut aller voir là, à ce niveau-là aussi. Alors, il y a deux avenues. On peut, en tant qu'enseignant, aller poser la question parce que, bon, ça fait partie de notre tâche de travail et ça brime nos conditions de travail d'une certaine manière, si c'est le cas. Ou on peut aller d'autres avenues et de voir où est la source de l'argent et poser la question à celle qui tient les courroies de la ceinture, là, de la bourse. Alors, vous savez ce que je veux dire? Les cordons de la bourse, c'est l'expression que je voulais utiliser. Alors, la personne qui tient les cordons de la bourse, à savoir qu'est-ce qui se passe ici. Ouais. Mais je veux dire, je vis ces situations-là de façon assez régulière et ce ne sont pas des discussions faciles à avoir, c'est vrai. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Bien, continuez le bon travail et sachez que il faut toujours essayer d'affirmer. On voit nos collègues en Ontario là, qui viennent d'avoir un coup bas. Quand on travaille en français, c'est une lutte de tous les jours. Alors, on ne veut pas perdre espoir, mais il faut continuer à se battre. Oui, c'est ça? Oui, je suis complètement d'accord. Merci. Ben, merci beaucoup à toutes les trois. Vraiment, ça a été très généreux de votre part de présenter ce webinaire. Merci, Lucie. Oui, merci. Et merci pour tous les participants. Merci beaucoup pour vos questions. C'est grâce à vos questions qu'on a eu cette belle conversation ce soir. Restez branchés. Nous allons avoir ce même webinaire en anglais bien prochainement. Et nous allons avoir un webinaire, en fait, web et séminaire en même temps, un webinaire en français sur les ressources
Et je sais que ça va beaucoup vous intéresser très prochainement. Voilà, merci, bonsoir et à bientôt.